Yarana, merci d'être sur la première. Voici les titres de ce journal. Le délit de fuite leur a coûté la vie. Après avoir tenté d'échapper à un contrôle douanier, leur véhicule s'encastre dans un arbre. Les 2 victimes décédées dans l'accident auraient possédé de la drogue. Une enquête est ouverte. Déception et amertume à Moorea après la modification du PGEM réalisée quelques jours avant son approbation au Conseil des ministres sans concertation avec les acteurs. Les explications dans un instant. L'île de Bora Bora serait en tête de classement du nombre d'habitants vaccinés des Rarumat Ay sur la perle du Pacifique. La campagne de vaccination fonctionne malgré les réticences. Gilles Tautou dresse le bilan de la situation épidémiologique avec la responsable du centre communautaire d'hébergement des malades atteints par le virus, Tehani Maoueaou. Les agriculteurs s'étouffent, ils ne bénéficient d'aucune aide financière et l'argent manque dans les caisses. La faute au confinement, quasiment 50% de leur production finissent dans les poubelles. Les internes confinés dans leur établissement scolaire disposent d'un large panel d'activités, qu'elles soient ludiques ou physiques, il y en a pour tous les goûts. Reportage à suivre à la fin de ce journal. Un accident de la route pas si banal finalement. Les 2 victimes auraient tenté d'échapper à un contrôle douanier. Ce fait divers survenu hier à Af-Ahiti où 2 personnes ont perdu la vie après que leur véhicule se soit encastré dans un arbre serait la triste issue d'un délit de fuite. Ismaël Tahiata et Patita Savea ont recueilli ces témoignages. Il ne reste pas grand-chose de la voiture à louer, si ce n'est que quelques bouts de verre et des débris de pare-choc dans l'eau. La collision fatale a eu lieu dans ce virage. Les traces de peinture au sol montrent avec évidence la direction que la voiture des fuyards a prise et surtout où elle a fini sa course. Avec la vitesse, ils n'ont pas pu éviter ce Eito, un arbre surnommé le bois de fer. La voiture s'est encastrée, l'arbre est à peine écorcé. Selon un témoin, la voiture de location tentait d'échapper aux douaniers. Ils se sont croisés au niveau du virage Afeu, pas loin du quartier Chapman. Ils ont doublé dans un virage, ils ont doublé alors que nous on roulait sur la voie de notre voie déjà. Et il a commencé à zigzaguer sur la route, à doubler n'importe comment les voitures. Et étant donné avec les gendarmes pas derrière qui les suivaient aussi en même temps. Et c'est ça qui nous a un peu perturbé aussi pendant le trafic de circulation en fait. C'était très dangereux pour les gens aussi, quoi. Un peu plus loin encore, au niveau de la mairie de Papeari, les travaux de rénovation de la ligne droite de Tita-Aviri n'ont pas dissuadé les fuyards de lever le pied. C'était juste au côté, pas à l'intérieur, on a juste directement la voiture pile instant, c'est tout. Hein. Mais après, pas du tout. Pas du tout. Enfin, nous, on ne savait pas ce qui s'était passé. Quoi. Enfin, vraiment, on a vu ça passer, on s'est dit c'est quoi. Filé vraiment Filé, ouais. Filé vraiment. Combien Peut-être en gros 90. Comme ça, quoi. Selon nos informations, cette course-poursuite serait partie de Mataïa. Elle fait suite à un refus d'obtempérer lors d'un dispositif de contrôle stupéfiant de la douane. Durant la poursuite, les 2 protagonistes se seraient débarrassés de la marchandise. Aucun témoin n'a vu l'accident. À l'arrivée des douaniers sur les lieux, tout était fini. Il avait 25 et elle 28 ans. Et le corps d'un homme en état de décomposition avancée a été découvert à Ta'a. Il s'agit d'un sexagénaire qui vivait seul. Selon les services municipaux alertés par un employé qui s'était rendu chez la victime, le défunt serait décédé depuis dimanche. Selon sa fille, son père souffrait de plusieurs pathologies et refusait de consulter un médecin. Elle le dit à notre correspondant Hitimanaki. Il était déjà malade, mais il n'est pas parti voir le docteur. Il avait une longue maladie et on a retrouvé son malade. Après, on a entendu le docteur, l'avis du docteur. Et après, vu à son estimation, il fallait l'enterrer tout de suite. 6 ans de dialogue et d'échange qui n'auront servi strictement à rien. Le plan de gestion de l'espace maritime de Moorea a perdu tout son sens après les dernières modifications apportées par le ministère de l'Aménagement du Territoire. Des changements qui laissent la porte ouverte aux projets d'envergure dans les zones protégées préservées durant 17 ans. À Moorea, les acteurs expriment leur déception. Les explications de Heidi Enko et Evar Aputo.
Le Conseil des ministres a validé le 8 septembre dernier une révision du PGEM de Morea Mai'o. Le dossier a été envoyé au gouvernement. Il est entre leurs mains aujourd'hui. Nous attendons maintenant de savoir quelle sera la marche à suivre. Notre partie est faite. À eux maintenant de voir. La révision du PGEM était obligatoire selon le gouvernement car il venait à l'encontre d'une loi de pays votée en 2015. On n'a jamais vu dans un pays qu'un gouvernement était lié à l'avis favorable d'une commission. Oui. C'est même... ça va même en contresens, si vous voulez, du mode de fonctionnement normal des institutions. Pour les associations de protection de l'environnement de l'île, c'est l'incompréhension. Elles souhaiteraient avoir plus d'informations sur les zones prioritaires de développement et être inclus dans toute révision du PGEM. Le pays ne veut pas fondamentalement du PGEM. Et il a essayé de ne pas l'avoir. Il a essayé de le supprimer à de multiples reprises, même depuis la révision de ce même PGEM. Donc, on a réussi tant bien que mal à avoir des analyses juridiques qui bloquent un peu, enfin qui fortifient les racines de ce mouvement pour que justement il perdure. Donc, on n'est pas surpris. C'est malheureux, c'est triste parce qu'on voit encore que la population, finalement, on ne l'écoute pas. Parmi les points de froissement de cette révision pour les pêcheurs, des autorisations d'amérissage dans des zones jusqu'ici protégées par le PGEM, par exemple. En gros, c'est la porte ouverte, même au niveau du PGA, pour tous les projets immobiliers, projets hôteliers, sans bien sûr que la population, les pêcheurs ne soient consultés par rapport à cela, et ça nous fait mal. Et je ne comprends pas exactement ce qui est prévu. Nous ne sommes pas du tout au courant. Maintenant, si ce n'est pas un bon projet pour Morea, il faut que la population dise non. Moi, je suis de là-bas, de la plage. Je suis contre, mais on ne peut pas trop donner notre avis. Et après, ça va quand même conclure qu'il va faire ce qu'il veut. On aurait aimé garder notre plage comme elle est. Pour la zone de Thème 1, le gouvernement affirme n'avoir qu'un projet d'acquisition et non d'aménagement d'un quelconque hôtel ou de la plage. C'est bien un PGA qui gère Morea, c'est bien un PGEM qui gère Morea. Et la seule manière pour le pays, à un moment donné, en fonction de projets d'envergure, et ce sont des projets qui font plus de 15 milliards de francs, voilà, c'est de créer ce qu'on appelle une zone de développement prioritaire, et auquel cas, on repasse par toute la procédure d'enquête publique, de rencontre avec le conseil municipal, de rencontre avec la CLEM, la commission locale des espaces maritimes. Et ça, c'est contraire à ce que j'ai pu entendre de certains qui disaient « mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent », c'est faux. Il n'y a pas que la révision du PGEM qui échauffe les esprits, mais aussi les autorisations accordées à des projets immobiliers de luxe, largement hors de portée de la majorité des habitants, malgré les contestations. Des preuves, s'il en faut, pour les associations que le politique en local comme au niveau du pays privilégie un développement sans concertation. Le PGEM devrait être rendu exécutoire après sa publication au journal officiel. L'infléchissement se confirme un peu plus chaque jour au plan sanitaire. 249 patients sont hospitalisés. Ce sont 17 personnes de moins qu'hier. La tendance est à la baisse aussi du côté des décès, mais il reste tout de même considérable. 6 personnes n'ont pas réussi à vaincre le virus. En parallèle, la couverture vaccinale s'améliore. Plus de 47% des Polynésiens possèdent un schéma complet, parmi eux des habitants de Bora Bora. Dans cette île, plus de 44% sont entièrement vaccinés, à l'instar du maire et président de l'Assemblée de la Polynésie qui assume totalement son choix, arguant que ces anticorps sont encore suffisants selon ces tests sérologiques. Mais face à ce constat, les habitants sont-ils plus réticents à la vaccination? Réponse avec Ignacio Raveino et Patrick Tinsing. Amanda fait désormais partie des personnes ayant un schéma vaccinal complet, même si elle avoue avoir été réticente au début. Depuis que j'ai fait mon premier vaccin, j'ai pas eu de complications, tout s'est bien passé. Et là, c'est mon deuxième, on verra comment ça va être. Sur ce stand de fruits et légumes, le variant Delta est au cœur des conversations, mais surtout au centre des préoccupations, et chacun y va de son avis.
Par rapport à l'année dernière, ça a encore plus dégradé, quoi. Et d'où l'incitation du gouvernement d'aller se faire vacciner. Et c'est très important parce que moi-même, je suis vaccinée, complètement vaccinée. Et je trouve qu'au début, je ne voulais pas parce que ce qu'il y a sur les réseaux sociaux, là, ça somme un peu le doute en fait, sur la vaccination. Je n'ai pas bien aussi compris avec les routes du docteur, mais avec notre façon de faire, notre route Haiti, on peut toujours essayer avec notre façon de faire. Leur façon de faire, c'est celle-ci. Un route Haiti, comprenez, un fortifiant dont les bienfaits sont vantés sur les réseaux sociaux. On a toujours été, depuis notre enfance, bénis dans le route Haiti. Le route Haiti, c'est très bon pour tout le monde. Le docteur Roussanali reconnaît que si certains se tournent vers les remèdes faits maison, c'est parce que tout le monde ne trouve pas son compte dans les solutions qui sont actuellement proposées. Et cela ne concerne pas que le Covid. Le seul arsenal qu'on a aujourd'hui, c'est un petit peu le Doliprane, le Codoliprane, et puis voilà. Forcément, les gens vont essayer de trouver quelque chose d'autre. C'est comme dans le cancer. Vous savez, dans le cancer, quand la chimiothérapie ne marche plus, quand la radiothérapie ne marche plus, eh ben, les gens se tournent vers la médecine traditionnelle. Donc, je pense que pour ça, s'il y a des gens qui se soignent avec la médecine traditionnelle, je pense que c'est parce que nous, on n'a pas grand-chose à proposer, mais à part la vaccination. Hier, l'île comptait encore 165 cas actifs. Un peu plus de 4700 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet, un peu moins de 50% de la population totale. Oui, un fortifiant proposé par l'église protestante Maori. Nous restons à Bora Bora pour faire un bilan de la situation épidémiologique avec vous, Gilles Taoutou. Vous êtes avec la responsable du centre d'hébergement communautaire. Est-ce que des patients y sont toujours accueillis ? Oui, bien évidemment, un peu plus de 9 patients sont dans ce centre communautaire et avec nous justement Tehani Maouéa qui a pris la décision de venir répondre aux besoins de la population, surtout ceux qui ont souhaité protéger leur famille. Tehani, avec vous, vous avez un peu plus de 9 patients. D'où vous êtes venu l'idée de mettre en place ce centre ? Oui, merci donc et bonsoir à tous. Donc l'idée est venue du nombre important de malades Covidés. En plus de ça, il y a aussi la contagiosité du variant Delta qui est plus importante et surtout le retour de notre entourage se posant la question mais où pourrions-nous aller si nous étions positifs à la Covid-19 ? Tout en sachant que chez eux, il n'y a pas de moyen correct de s'isoler, peut-être une chambre pour 5 à 6 personnes, et également des personnes âgées, malades ou atteintes de comorbidité. Alors, ce centre n'a pas été ouvert de n'importe quelle manière. Il y a eu un protocole que vous avez suivi justement par rapport à la plateforme sanitaire, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Donc, nous nous sommes donc tournés vers les autorités compétentes, la commune, aussi le centre médical et la plateforme Covid-19. Nous leur avons demandé la faisabilité de ce projet sur Bora et c'est comme ça que nous avons mis en place il y a 3 semaines à peu près ce centre d'hébergement. Comment s'organise le séjour des personnes qui viennent ici ? Alors, elles sont à la base volontaires, à partir du dispensaire ou en partant des médecins privés. Et donc, ils viennent ici, choisissent de venir s'isoler durant les 10 jours. Et donc, il y a quand même des règles de vie à respecter. Et voilà. D'accord. Leur repas, comment ça se passe ? Ils font eux-mêmes leur repas, leur lessive, comment ça se passe ? Alors, ils peuvent être autonomes, c'est ce qui est bien. Puisqu'ils ont la possibilité de faire leur lessive, aussi de désinfecter aux alentours, puisque nous avons reçu des kits d'hygiène et des kits literie de Tahiti. Ensuite, pour les repas, ils les font livrer par leur famille ou bien peuvent déposer des denrées alimentaires qui seront cuisinées sur place par notre équipe. Au début de la mise en place de ce centre, ça n'a pas été facile, mais au final, ils sont venus petit à petit, c'est bien ça, Tehani ? Oui, c'est bien ça. Donc, il a fallu près d'une semaine le temps que l'information passe. Et donc, on a des retours maintenant très positifs.
Merci Tehani, vous l'aurez compris, ces personnes qui donnent de leur temps pour venir s'occuper des personnes. Et puis également un appel de la part de ce centre pour ceux qui souhaitent envoyer un paquet de riz ou bien quelque chose pour pouvoir aider cette association. N'hésitez pas, vous savez, il se trouve juste à Vaitapé, pas loin de la salle UCJJ, c'est bien ça, de Vaitapé. Voilà, Ayata, ce qu'on peut retenir de ce centre. Merci beaucoup Gilles Taoutou, une action à saluer. Bora Bora qui devrait accueillir dans un futur proche un chantier d'envergure, celui de l'agrandissement de l'aérodrome pour une clientèle plus sélecte. Cela ferait de cette infrastructure un aéroport international dimensionné pour les jets privés et par conséquent le développement du tourisme haut de gamme pour la perle du Pacifique notamment et les îles alentours. Les administrés sont mitigés. Voici quelques réactions recueillies par Inacio Raveino et Patrick Tinsing. Je pense que ça pourrait être un plus pour l'île parce qu'au niveau touristique, l'île elle est super bien connue, tout. Et s'il y a un aéroport international, ça pourrait ouvrir des portes sur déjà du boulot pour certaines personnes et ouvrir sur le monde. C'est comme ça, on n'a plus besoin de passer par l'aéroport de Tahiti-Faa'a et ça sera directement ici. C'est un inconvénient pour les habitants de l'île parce que déjà c'est que plutôt les grands hôtels, tous les hôtels ici qui vont bénéficier de ce côté-là, vu que c'est pour les jets privés, c'est ça. Je vois pas trop où est l'avantage pour les habitants de l'île. C'est quelque chose de bien, de bien pour les touristes. Les touristes peuvent venir chez nous facilement aussi, vite fait. Et c'est pour eux aussi de pouvoir vite arriver en Polynésie. Voilà. Rappelons que le coût total de cet investissement est estimé à 3 milliards de francs pour des charges d'exploitation prévisionnelles évaluées à plus de 74 millions de francs par an dédiées à l'activité VIP. Plus de 1200 cas recensés et 4 décès enregistrés en Nouvelle-Calédonie qui craint désormais un scénario à la polynésienne. Les autorités misent sur les restrictions sanitaires telles que le couvre-feu qui s'ajoute au confinement strict. Le point avec Lorelei Aubry. Une semaine après la découverte des premiers cas autochtones de Covid-19, la Calédonie connaît une explosion de l'épidémie. Pour tenter de ralentir cette vague, un couvre-feu généralisé de 21h à 5h du matin a été instauré, doublé d'un confinement strict déjà en vigueur depuis une semaine. L'idée est de limiter au maximum les contacts entre les Calédoniens qui, selon les autorités, ne respectent pas suffisamment les mesures sanitaires. Il faut savoir également que les services de réanimation sont presque saturés et de l'avis du corps médical, c'est une catastrophe sanitaire qui s'annonce car les urgentistes sont d'ores et déjà exténués et les moyens humains très limités. Les autorités qui redoutent un scénario à la tahitienne ont donc ouvert de nouveaux lits dans des hôtels de la capitale. Des patients aux faibles symptômes y sont placés sous surveillance. L'objectif du gouvernement est de désengorger les hôpitaux tout en préparant le pic de contamination prévu dans une dizaine de jours. Le confinement qui est en vigueur jusqu'au 20 septembre devrait être prolongé. Et le confinement imposé en Polynésie empêche les agriculteurs de subvenir à leurs besoins. Plus de drive-in, pas de foire agricole non plus. Les agriculteurs peinent à liquider leurs produits et par conséquent les caisses sont vides. Il faut alors faire preuve d'ingéniosité pour subsister. Le reportage de Kaline Yenar et Heidi Yenko. Ces légumes ont une chance sur deux de finir au broyeur. De 30% d'invendus, Nelson est passé à 50%, ce qui représente 50 tonnes de fruits et légumes gaspillés. Mais ce n'est pas le seul problème. En ce moment, dû au confinement, c'est dur. C'est qu'il y a déjà les pertes, tout ça. Et en plus de ça, il y a aussi les vols aussi qui augmentent de plus en plus. Dû au confinement, peut-être les gens n'ont plus de sous. Alors ils essaient de se débrouiller aussi. Les supermarchés commandent moins, alors Nelson fournit son stand en quantité. Pour limiter les pertes, il s'est aussi mis à la vente sur les réseaux sociaux. On essaie de faire en contrepartie des paquets qu'on vend aux particuliers. Et c'est un peu trop compliqué, je pense. Ça fait plus de main-d'œuvre. Il faut plus de main-d'œuvre pour faire les paquets aussi. 45 hectares de terres maraîchères pour répondre aux besoins alimentaires des Polynésiens.
Et malgré la crise, Nelson et ses 10 salariés ne sont pas éligibles aux dispositifs d'aide, comme le DIEZ ou le DESETI. Je l'ai gardé, mais il n'y a pas d'aide pour les agriculteurs. Vous n'avez pas le choix, vous, en tant qu'agriculteur, il faut être là, il faut être dans le parcours. Ouais, on ne peut pas fermer. On est là, on est obligé d'être là tous les jours. C'est comme l'hôpital. Tu ne peux pas fermer aussi. Nous, c'est pareil. Nelson prévoit son activité au moins 2 mois à l'avance. Alors si le confinement se prolonge, son carnet de commandes risque de se vider encore plus. Nous aborderons le sujet avec le président de la Chambre de l'agriculture et de la pêche lagonaire dans votre émission L'Invité Café. Thomas Moutam dévoilera son programme d'accompagnement à Axel Mézinel. C'est à 7h10. Comment occuper des adolescents confinés en pleine période de vacances scolaires? Le lycée du Diadème à Pirée doit distraire 135 élèves hébergés dans l'établissement. Vous allez le voir dans ce reportage de Mireille Gomblin et Hiro Terorotua. Les jeunes gens ont le choix, l'ennui n'a pas sa place. Regardez. La cour du lycée transformée en terrain de jeu. Ici, les internes confinés n'ont pas le temps de s'ennuyer. Ça se passe bien, je me sens en sécurité ici, top les activités. C'est quoi tes activités préférées? Futsal, volleyball, ça ne me dérange pas de rester ici. Des ateliers loisirs spécifiques aux périodes de vacances. C'est des activités qui sont certes ludiques, mais aussi qui ont un intérêt soit culturel, soit éducatif, qui amènent à la réflexion sur des problèmes de société, de fonctionnement. Donc oui, bien sûr, c'est vraiment une démarche éducative qui est proposée. Par exemple, les enfants peuvent émettre des réflexions autour d'une image. Harcèlement, violence. L'homme n'a pas le droit de frapper la femme. Ensemble, éliminons les violences faites aux femmes. Ils peuvent compter sur les 14 animateurs de l'association Ari Heivaro qui élaborent ces ateliers et les encadrent. Durant ces confinements, donc, on a proposé des activités sportives, on a présenté des activités culturelles par archipel où tous les élèves de chaque archipel ont pu faire découvrir à leurs camarades leur culture et toutes les activités qu'ils font chez eux sur l'île. Notre association a toujours été là pour les jeunes déjà à Moria et plus particulièrement aussi pour les jeunes des îles qui sont loin de leur famille et qui c'est pas forcément facile pour eux. En plus d'un confinement, voilà, on a voulu être là à côté d'eux en soutien. Un soutien précieux pour ces internes qui se sentent intégrés et choyés. En fait, l'association, il comble en fait le fait de l'éloignement entre notre famille et nous. Voilà. Si on peut rester à l'internat avec l'association, oui, on va rester jusqu'au bout. L'activité scolaire des élèves pourrait revenir à la normale dès lundi. Oui, la réouverture des écoles devrait être annoncée très prochainement. C'est la fin de ce journal. L'information retenue pour ce soir concerne cette enquête ouverte après cet accident de la route survenu hier. Les occupants du véhicule auraient tenté d'échapper à un contrôle douanier avant que leur véhicule s'encastre dans un arbre. Ils possédaient de la drogue. La presse écrite titre demain sur les commerçants pour la dépêche de Tahiti. 70% d'entre eux risquent le dépôt de bilan. Une étude sérologique est à la une de Tahiti Info pour répondre à cette question. D'où vient la peur du vaccin? La première vous embarque ce soir au cœur de la Dôme provençale avec ce film Le goût des merveilles. Puis vous pourrez suivre une série belge, Unité 42. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Très belle nuit, prenez soin de vous et à demain. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.